Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc seconde vidéo consacrée aux objectifs. Donc aujourd'hui je vais vous aider plus à la sélection de votre objectif, alors que la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, donc je vais le mettre ici dans la description, on s'était intéressé justement aux caractéristiques de l'objectif et donc aux défauts optiques de l'objectif. On va y revenir cette semaine puisque un des défauts et des caractéristiques qu'on avait parlé la semaine dernière, donc c'est par rapport au piqué de l'objectif. Alors je vous avais donné une petite astuce pour mesurer le piqué. Si vous n'avez pas, c'est trop long pour vous, vous préférez, je vous avais donc donné ce lien donc du site internet de Les Numériques qui a testé donc 187 objectifs et c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui pour vous parler justement de cette notion de piqué et de sélection d'objectifs. Alors, quand il s'agit du piqué, donc le piqué pour moi c'est quelque chose de complètement subjectif, mais je dirais que la meilleure image pour parler du piqué, alors je sais de quoi je parle maintenant avec l'âge, c'est si je retire mes lunettes et je commence à regarder les touches de mon clavier, ou si je mets mes lunettes, donc très clairement avec mes lunettes j'ai un meilleur piqué sur le clavier. Donc ce que je veux dire par là, c'est vous voyez, c'est ce sentiment de netteté que vous avez sur une image. Alors cette notion de netteté, elle est purement subjective, elle va être liée à beaucoup de facteurs. Sur la lentille à proprement parler, donc suivant que vous êtes au centre de la lentille, donc au centre de votre image, ou sur les côtés ou sur les coins, donc vous allez avoir des piqués qui vont être complètement différents. Et puis l'autre caractéristique aussi, c'est la fameuse taille des pixels en fait sur votre capteur. Je vous avais expliqué que plus ces mégasites sont grands et plus finalement vous avez une meilleure netteté, parce que plus ils sont petits, plus vous allez avoir ce phénomène de diffraction dont on a parlé la semaine dernière, qui va se jouer au niveau de tous ces petits pixels, et donc qui peut influencer un peu la netteté de l'image. Donc du coup, c'est lié à beaucoup de choses. Donc quand il s'agit de faire un test, c'est important d'utiliser toujours le même capteur et puis la même caméra pour que ça puisse être répétitif et de ne changer uniquement que la lentille. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans ce test. Donc je vous propose d'abord d'y aller, parce que la première question qu'on va se poser lorsqu'on veut sélectionner un objectif, c'est est-ce que je dois sélectionner l'objectif de la marque. Donc pour moi, je suis chez Nikon, et donc là j'ai des objectifs donc Nikkor de chez Nikon, ou est-ce que je vais sur des objectifs plus dits universels qui vont avoir une monture qui va s'adapter sur mon Nikon, mais qui sont pas de marque Nikon. Alors il y en a les plus connus, c'est les Sigma et les Tamron, mais il y en a encore beaucoup d'autres. C'est les deux que je connais le mieux, je dis enfin que je connais le mieux, dont j'ai entendu le plus parler. Mais il y en a plein d'autres autour. Donc c'est justement Sigma et Tamron que j'ai utilisé aujourd'hui pour les comparer par rapport à mon Nikon. Donc en fait, si vous allez sur le site des numériques, donc je vais vous partager avec vous mon écran. Comme je vous le disais, ils ont testé tout un tas d'objectifs. Donc vous sélectionnez votre objectif, et donc ensuite quand vous déroulez dans le menu, donc vous allez le trouver. Donc je vais prendre mon 70-200 à ouverture 2.8 qui est ici. Et donc en fait vous déroulez dans le menu. Et donc, vous allez avoir ces petites courbes qui vont apparaître, qui sont les courbes de netteté. Donc là, je les ai tous pris pour la même condition, donc avec le même appareil photo, qui est pas un Nikon d'ailleurs. Si c'est un Nikon ici sur celui-ci, pardon, c'est sur les Sigma et les Tamron que ça va être avec un Canon. Mais là, donc c'est mon Nikon avec le Nikon Z7, donc c'est exactement la configuration dans laquelle je suis, puisque cet objectif-là, je le monte sur le Z7. Et donc, il vous donne des courbes de netteté. Et ces courbes de netteté, vous voyez, en fait, en vert, c'est ce qui est, donc la courbe verte, c'est ce qui est au centre. La courbe bleue, c'est ce qui est sur les côtés. Et puis, la courbe rouge, c'est ce qui est sur les coins. Donc, si vous voyez mon 24-70, il me dit très clairement qu'à ouverture de 8 à 24 mm, j'ai pas forcément une bonne netteté sur les coins, un peu meilleure sur les côtés et bonne au centre, et que lorsque je suis à l'opposé justement de l'ouverture, donc que je suis très fermé sur mon diaphragme, on retrouve un peu le phénomène avec une moins grande amplitude entre la netteté au centre et la netteté sur les bords. Mais par contre, vous voyez, où j'ai la meilleure netteté avec le minimum d'amplitude entre les trois positions, et c'est justement entre un diaphragme donc ici de f5.6 et puis un diaphragme de f11. Et après, ça commence à augmenter. Donc, ce qui fait que c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est qu'en général, donc avec une ouverture de 8, vous pouvez aller entre 2 et 4 stops supplémentaires pour avoir la netteté maximum sur votre objectif. Donc ça, c'est pour le Nikon. Alors, je ne vais pas vous passer, vous voyez, si vous voulez, vous allez avoir tous les tests.
Gardez juste un peu en mémoire la courbe qui finalement, donc, vous voyez, elle est assez constante où elle augmente avec une diminution ici, donc plus ou moins graduée pour une diminution forte vers la fin. Donc je vais passer sur le sigma. Et donc vous voyez en fait le sigma, alors c'est assez bizarre, mais il se retrouve avec une netteté qui est meilleure entre 11 et 2,8 sur les côtés qu'elle est au centre, avec une netteté qui est clairement pas bonne du tout sur les coins lorsque vous êtes à 2,8, et puis qui devient, allez, on va dire acceptable à F5, 6, à F8, mais vous voyez au niveau de la netteté, au niveau du piqué, c'est clairement pas un objectif ici qui est acceptable. Il est dans cette jaune qu'ils ont appelé un peu jaune. Et donc, en fait, par rapport au Nikon, vous voyez qu'il y a une très grosse différence. En revanche, si vous allez sur le Tamron, ben, vous voyez que ça reste acceptable, mais on a une courbe qui est beaucoup plus intéressante. Et ce que je trouve surtout qui est intéressant cette fois-ci sur le Tamron, c'est que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre le piqué au centre et sur le coin et sur les côtés de l'objectif, notamment lorsque vous êtes dans ces diaphragmes entre 5, 6 et puis donc F11. Alors c'est sûr que si je reviens sur le Nikon, hein, vous apercevez très clairement qu'ici sur le Nikon, on est nettement meilleur au niveau de la netteté. Ça reste acceptable ici sur le Tamron. Et très honnêtement, à nos niveaux de photographie, suivant les boîtiers que vous allez avoir derrière, et ben, très clairement, cette notion finalement de piqué, elle va quand même être difficilement perceptible à l'œil. Donc oui, il y a une différence. Oui, elle est perceptible lorsqu'on va faire des choses bien particulières, bien nettes. Je pense notamment si vous êtes sur des photos d'architecture, c'est probablement que sur les lignes, toutes ces choses-là, vous allez voir effectivement le piqué. Sur des feuilles au niveau de paysage, vous allez probablement voir aussi cette différence. Donc il y aura une différence. Maintenant, il y a aussi une grosse différence de prix entre les deux objectifs, et c'est là où il faut trouver le bon compromis entre le prix que vous allez mettre pour avoir un objectif de qualité entre guillemets professionnelle, le 24-70 2.8 de chez Nikon, et puis le Tamron qui est un entrée de gamme qui pour moi est largement acceptable lorsque vous voulez débuter en photographie. Donc je vous ai parlé d'utiliser des marques tiers finalement pour sélectionner votre objectif. Il y a une autre possibilité, c'est que donc Nikon a le 24-70 qui est un f2.8, et puis il a le 24-70 qui est lui à ouverture 4 aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute la plage, donc comme je l'avais expliqué la semaine dernière, le premier va être ouvert, son ouverture maximale, pardon, sa grande ouverture va être 2.8, et sur l'autre elle va être 4 mm. Alors pourquoi 2.8? Cette ouverture de 2.8, c'est un peu le chiffre magique sur les objectifs, et vous voyez beaucoup de gammes entre guillemets pro qui sont sur 2.8. Ça remonte au temps finalement de l'analogique lorsqu'on faisait de la photo sur papier. Vous chargez une photographie dans votre, une pellicule dans votre appareil photo, et donc cette pellicule, elle a une sensibilité et elle a été constante sur les 24 ou 36 images que vous aviez besoin de prendre. Et donc le fait d'avoir des objectifs qui étaient hyper lumineux, ça vous permettait de finalement contrer le phénomène, le fait que vous ne pouviez pas bouger cette sensibilité, elle était fixe. Et donc du coup d'avoir des grandes ouvertures, c'était intéressant parce que dans ce coup vous faisiez quelque part abstraction de la profondeur de champ, vous ouvriez en grand votre objectif juste pour avoir des vitesses suffisantes et pouvoir quand même capturer une image. Donc il y avait une sélection qui devait se faire. Avec maintenant les appareils numériques, vous pouvez facilement changer entre deux images la sensibilité, donc monter en sensibilité. Donc un objectif à 2.8, je dirais, en tant que capacité d'ouvrir et d'être beaucoup plus lumineux, ça n'a pas forcément un grand intérêt aujourd'hui en numérique. Ceci dit, si vous regardez sur la netteté, donc vous allez voir qu'ici, entre donc le F4, vous voyez que sur les... alors c'est sur les côtés, ici en rouge. Non, c'est sur les coins, excusez-moi, en rouge. Vous avez donc la netteté qui est pas super bonne par rapport au F2.8. Il ne reste moins que sur les côtés et sur le centre, vous avez une netteté qui est largement acceptable, qui n'est pas forcément plus mauvaise qu'ici sur le 24-70 à ouverture 2,8. Et donc du coup, cet objectif-là, en F4, il va être quand même beaucoup moins cher que le F2.8. Ça reste un objectif de la marque, donc il va être un peu plus cher que des objectifs un peu plus
un peu plus universel, hein, comme je vous ai montré avant. Mais ceci dit, si vous le comparez par rapport au Tamron, il reste largement supérieur. Et donc, vous avez un phénomène de prix moins cher avec un piqué qui est nettement meilleur. Donc, du coup, j'aurais tendance à dire que si vous avez besoin d'acheter ou si vous voulez acheter des objectifs un petit peu plus haut de gamme, on va dire, n'allez pas chercher du f2.8 parce qu'ils sont super chers. Et vous n'allez pas forcément en avoir tout le temps l'utilité par rapport à un F4. Donc là, en fait, on en vient justement au sujet du jour, c'est pourquoi donc pourquoi, par exemple, je fais de la photographie de paysage et j'ai sélectionné un f2.8. C'est parce que justement, avant, je ne faisais pas que de la photographie de paysage. Et sur certains types de photographie, si vous faites de la nature morte, si vous faites de la photographie culinaire, par exemple, toutes ces choses-là, si vous faites du portrait, si vous faites de la photo de rue, si vous voulez exercer à ces types de photos-là, parfois c'est intéressant justement de pouvoir ouvrir à 2,8 pour avoir ce fameux phénomène de bokeh, donc la netteté sur le visage et puis un flou relativement prononcé sur l'arrière-plan. Aujourd'hui, moi, je fais quasiment que de la photographie de paysage, donc avoir une ouverture à f2.8 sur le 24-70, c'est pas forcément nécessaire. Si aujourd'hui je devais racheter mon matériel à partir de zéro, je prendrais probablement justement le f4 parce que vous l'avez vu sur les courbes, donc le f4 est relativement intéressant au niveau du piqué, au niveau de sa qualité, et avec un prix qui est quand même relativement plus abordable finalement que le 24-70 f2.8. Donc j'en ai plus besoin aujourd'hui et j'aurais pas forcément besoin d'aller chercher ce piqué-là. Par contre, sur le 105 mm en f2.8, oui, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça me permet au niveau de la profondeur de champ, de toute façon qui va être relativement faible, d'être sur des ouvertures au niveau de 8, d'avoir un bon compromis entre vitesse et ouverture, et puis potentiellement, justement, si je suis embêté, d'aller descendre jusqu'au 2.8 et puis donc d'avoir une meilleure ouverture, une meilleure vitesse sans monter en sensibilité par rapport à l'image que je veux faire. Et vous m'avez vu faire sur certaines images. Ce qui se passe souvent en macro, c'est si on veut voir de la netteté, on fait ce fameux focus stack et donc on va lancer une série d'images. Je crois que j'ai fait certaines vidéos où j'ai lancé jusqu'à 20 images les unes derrière les autres. Et je me rappelle, c'était une ronce que j'avais pris avec de la glace. Et donc en fait, il y avait un peu de mouvement. J'ai pu à la fois avoir la bonne vitesse et la bonne profondeur de champ grâce au focus stack. Et merci, la grande ouverture à f2.8. Si j'étais passé à f8, j'aurais pas forcément eu une plus grande profondeur de champ et j'aurais de toute façon été embêté par ma vitesse. Donc c'est l'intérêt sur l'objectif macro d'avoir par contre, lui, une grande ouverture. Donc vous voyez, si j'avais à refaire mon sac, je serais probablement parti avec un 24-70 f4, mais j'aurais gardé un 105 mm f2.8. Et en fait, c'est tout ce que je vous incite à faire lorsque vous allez faire votre sélection pour acheter les objectifs, et c'est vous dire qu'est-ce que je veux faire en photographie. Donc je dirais que si vous êtes beaucoup plus de toute façon aujourd'hui en train de chercher votre style photographique entre portrait, rue, enfin tout ce que j'ai pu énumérer avant, j'ai oublié de parler aussi de l'animalier, on a besoin d'une grande ouverture parce que parfois on est dans des conditions de lumière qui sont relativement faibles, donc le fait d'avoir une grande ouverture permet de ne pas avoir de compromis sur la vitesse, et une vitesse qui est relativement intéressante. Donc voilà, c'est qu'est-ce que je vais faire comme photographie pour sélectionner l'objectif dont j'ai réellement besoin. En animalier, j'aurais tendance à dire, ouais, ça coûte hyper cher, mais allez chercher du 2.8 parce que je pense que vous ne le regretterez pas sur le temps. Donc c'est un investissement à faire, mais oui, je pense que le f2.8 est important. Sur le paysage, f4 dans la plupart du temps, c'est largement suffisant. Macrophotographie, probablement f2.8. Si vous voulez faire du portrait, si vous voulez faire de la photo de rue, je pense que là, vous pouvez même descendre encore plus bas avec des objectifs. Donc, je crois qu'il y a des objectifs à 1.4, à 1.2, voire 1. Alors attention, comparez-les bien, justement, je vous invite d'aller sur ce test parce que vous allez voir, notamment chez Nikon, donc je crois qu'il y en a un qui est à 2 et il y en a un qui est à 1.4 et en fait le 2 a un meilleur piqué que le 1.4 et le 1.4 est pas si bon que ça, donc ouais, vous avez un petit peu plus de flou mais pas tant que ça, vous allez le payer un peu plus cher mais finalement le piqué va être meilleur sur le 2, donc quand vous descendez vraiment sur ces très très grandes ouvertures, donc descendez sur le chiffre F, augmentez sur l'ouverture, faites très attention parce qu'au niveau de piqué et qualité optique de l'objectif, il y a quand même parfois des grosses différences, donc il ne faut pas vraiment aller chercher sur la grande ouverture maximum, mais retrouver le bon compromis. Et franchement, ce test, je le trouve très bien fait. Et puis bon, il est très récent hein, puisqu'il est d'octobre. Donc c'est vraiment intéressant à regarder pour faire la sélection. Et enfin, donc la dernière chose, c'est qu'est-ce que j'emmène comme composition dans le sac.
Alors, je vais pas pouvoir vraiment vous renseigner si vous faites de la photo de rue ou si vous faites du portrait ou toutes ces choses-là, puisque c'est pas mon type de photo. Je peux vous renseigner sur deux choses. Donc tout d'abord pour moi, pour l'animalier. Donc je pense que pour l'animalier, comme je vous disais, essayez de chercher des ouvertures à f2.8. Et si vous avez, donc maintenant il y a des objectifs qui se font, qui sont du style 24-200 mm de base, je trouve que c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir à la fois faire des vues d'ensemble d'un animal et du paysage, des vues beaucoup plus serrées dans son contexte sur l'animal. Donc je pense que c'est un objectif qui est intéressant. Il y a des objectifs qui sont déjà de super bonne qualité et qui font justement cette profondeur de champ 24-200 mm. Alors je crois même qu'il y a des choses encore plus grandes chez certains constructeurs. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un compromis de focale qui est assez intéressant. Et puis après, d'investir sur une focale fixe, probablement un 400 mm, je dirais minimum 600 mm, ça serait l'idéal. Oui, c'est cher, mais je pense que si vous êtes vraiment branché sur la photo animalière, vous ne le regretterez pas. Après, il faut savoir qu'en animalier, le but, c'est quand même de pouvoir faire de l'affût, pouvoir être au plus proche de son sujet sans perturber son sujet. Donc, parfois, justement, d'avoir aussi ce 600 mm si vous n'arrivez pas à approcher votre sujet et le 24-60 et le 24-200 parce que finalement, votre sujet est assez proche. Et du coup, vous avez un bon compromis de lentilles et normalement, vous aurez peu de chances de rater la photo justement que vous recherchez tant. Après avoir passé des heures en affût sur l'animal que vous étiez en train de suivre. Après, sur le paysage, alors sur le paysage, je pense qu'il faut un grand angle, donc il faut un 14-30 mm, ouverture 4, c'est très bien, c'est exactement ce que j'ai d'ailleurs sur mon 14-30 mm, il est ouverture 4 et ça suffit largement. Ensuite, forcément, on continue, on prend le 24-70 et comme je vous le disais, pas forcément besoin d'une ouverture de 2.8. Donc, avec une ouverture de 4, c'est bien. Et après, le 70-200, voire plus loin. Et pareil, ouverture de 4. Le 24-200, peut-être aussi un bon compromis. S'il ne se fait pas dans toutes les marques à ouverture 4. Mais en tout cas, vous pouvez monter. Le truc, c'est surtout de ne pas avoir une grosse différence de diaphragme entre le 24 mm et le 200 mm. Donc, vraiment, un diaphragme fixe, une ouverture fixe sur toute la plage. Une grande ouverture maxi fixe, voilà, sur toute la plage de l'objectif, comme je vous expliquais la semaine dernière. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante à avoir. Mais le 24-200 mm, ça peut être effectivement une bonne sélection parce qu'en paysage, il y a des fois, je vous l'ai montré, on peut vouloir aller chercher un petit détail qui est au loin et d'avoir au moins un 200 mm, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et après, je dirais, ça sert à rien de monter au-delà. Si vous avez des objectifs qui montent au-delà, tant mieux. Il y a des choses qui peuvent très bien se faire aussi au paysage, au 300-400 mm. Et puis, à la limite, si vous voulez faire un peu d'animalier en même temps, vous avez le bon objectif dans votre sac. Mais voilà, je pense qu'en paysage, 200 mm, ça reste déjà quelque chose de correct. Et puis après, donc forcément, donc je vous en parlais, la macro-photographie, donc je dirais quelque chose entre 85 et 105 mm, ouverture de 8. Là, je pense que vous avez le bon matériel pour faire de la macro-photographie dans votre sac. Donc c'est un peu la combinaison que j'ai aujourd'hui. J'en ai pas parlé, mais l'autre aussi avantage d'avoir des ouvertures 4 plutôt que de 8. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a au niveau de l'encombrement et au niveau du poids, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 400 ou 500 grammes de différence entre le f2.8 ici de Nikon et puis le f4 de Nikon. Donc le poids est quand même un facteur important, donc vous avez moins dans le sac à dos. L'encombrement est aussi moins important, donc vous pouvez pour le moment avoir un sac à dos plus petit ou mettre plus de choses dans votre sac à dos, alors avec un compromis dimension poids. On a parlé des sacs à dos donc il y a 2 semaines. Mais voilà, ça peut être aussi un facteur de choix parce que ça va vous faire des objectifs, des lentilles qui vont être beaucoup moins loin. Voilà, je pense que j'ai brossé à peu près toutes les caractéristiques des objectifs. Si vous voulez avoir un peu plus de détails ou d'avis par rapport à des choix de lentilles que vous voulez faire, je vous invite encore une fois à aller visiter. J'ai pas de sponsoring par rapport à ce site, donc c'est pas du tout quelque chose de publicitaire, mais je le trouve vraiment bien fait ce test comparatif. Et franchement, je trouve que il est super chouette à regarder si vous voulez aujourd'hui acheter une lentille. Sinon, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, d'y répondre. Donc, si cette vidéo et cet ensemble de vidéos vous a plu, vous connaissez une petite musique, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.